Vous êtes bien sur le podcast Next Gen Industrial d'OSS Venture, dédié à l'industrie du futur et à la convergence entre le monde du manufacturing et le monde de l'IA et de la tech. Comme à chaque fois, j'ai la chance de recevoir un invité particulier avec un parcours incroyable. Pour ce 23e épisode, on va parler de robots, computer vision et bien évidemment d'industrie. J'ai l'honneur et la chance de recevoir Rudy Cohen, CEO et cofondateur d'Inbolt, qui donne des yeux aux robots. Alors bonjour Ruby, Salut Jean-Philippe. comment tu vas? Très bien, super. Et toi? Ouais, ça va super bien. Très heureux de t'avoir. Je tiens évidemment à te remercier de prendre du temps, pour échanger avec moi et la communauté. On est très heureux de te recevoir. Donc au cours de cet entretien, on va parler de toi, on va parler de la création d'Inbolt, de la révolution qu'on est en train de vivre sur, l'arrivée des robots humanoïdes et des robots de manière générale, dans les usines. Mais avant tout, j'aimerais qu'on apprenne à se connaître et d'habitude, je prends le temps de parler, des expériences, qu'ont, amené, l'entrepreneur à préparer son terrain et l'amener à se lancer. Et dans ton cas, je suis un peu embêté parce que, tu t'es lancé tout de suite après l'école, à l'heure où on est, nombreux à enchaîner les stages, les premières expériences, pour découvrir le monde de l'entreprise. Toi, tu as décidé d'entreprendre directement. Tu peux m'expliquer pourquoi? Quel était, ton moteur? Ouais, c'est clair, ça a été le cas avec mes 2 autres cofondateurs. On a créé la boîte en dernière année d'école. Et non, le moteur, je pense que c'était on a tous un peu nos explications différentes. Pour moi, c'était un peu différent. Je pense que je suis un peu né dans une famille, d'entrepreneurs. Alors, c'est des D'accord, entrepreneurs juifs séfarades, donc c'était plutôt des on avait des magasins de vêtements et cetera. d'accord. Donc c'est vrai que j'ai jamais été habitué, à ce rôle de Le salarié. salariat, c'était pas pour toi, c'était pas possible. Ouais, non, c'est clair. J'ai eu 2 stages, qui se sont pas très bien passés où je comprenais pas vraiment, qu'on soit payé le même salaire, qu'on travaille 10 heures ou 20 heures par jour. Ouais, j'avais un peu de mal avec tout ça et donc ouais, j'avais pas d'autre choix, je pense, que d'entreprendre. C'était un peu une évidence et voilà, après le fait d'être tombé sur mes cofondateurs à ce moment-là, ça a accéléré la chose et on s'est rendu compte que c'était plutôt pas mal le fait de partir sans aucun biais. Là où on voit que parfois, quand on part avec un peu d'expérience, on peut avoir un peu plus de biais. Ouais, ouais, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup nous chez nous, en effet, il y a souvent des gens, des entrepreneurs, de chez nous qui ne connaissent absolument rien à l'industrie. Ça leur permet aussi de pas rester bloqués dans les solutions habituelles, Ouais. et d'oublier de se dire qu'il y a des contraintes qu'ils connaissent même pas, donc du coup, ils y vont, quoi. Ils l'ont fait parce que personne leur avait dit que c'était impossible. Tu connais cet adage? Mais, c'est hyper intéressant. Comment tu passes d'une culture, du coup, certes entrepreneuriale, mais absolument non tech, à, un des trucs les plus poussés en termes de tech, enfin, ce que tu fais, c'est un truc de geek. Bon, ça, du coup, c'est grâce à mes études, forcément. J'avais un background un peu plus tech, moi, à la base, où j'ai fait de la recherche en maths appliquée, optimisation de modèles numériques. Donc, comment tu fais en sorte qu'un algo tourne parfaitement en fonction du hardware sélectionné. Et après, c'est vrai que le mix robotique, AI, computer vision, dans le manufacturing, c'est dur de trouver mieux. En tout cas, moi, je trouve, d'un point de vue geek. Je crois qu'il y a difficile après tu les avions, hein, mais, il y a Ouais, après il y a les avions, voilà, c'est ouais, c'est ça, ça peut être une autre passion aussi, mais non et donc voilà, le pont était assez simple. C'est vrai que de base, j'ai toujours été assez tech, même depuis tout petit, donc ouais, c'est vrai que la famille a plus un background non tech. J'ai découvert la tech un peu tout seul, de manière autonome, en apprenant à coder quand j'étais petit, sur le site du zéro à l'époque, donc je connais bien les cofondateurs d'Open Classroom. bon, on a tous fait le cours sur le site du zéro, apprendre à coder en C je crois que c'était Mathieu Nebras, ça? Ouais, exactement, l'un des 2 cofondateurs. Et ils ont créé et les mecs avaient 16-17 ans en plus, Ouais. quand ils c'est une aventure exceptionnelle pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment à aller voir, et aujourd'hui, ils sont à la tête d'une superbe boîte, de la French Tech. On sentait vraiment la passion derrière, quoi. Alors ce qui est génial, c'est qu'en fait, tout petit, tu avais déjà cette capacité d'auto-apprentissage. Là, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Heu, alors déjà, quand on est chef d'entreprise, il y a plein de trucs qu'on n'a jamais fait et qu'on est obligé d'apprendre. Toi, pour le coup, il y avait rien que tu avais déjà fait, à part, coder, monter des produits. Heu Ouais. heu, 7 ans après, est-ce que tu sens encore parfois que tu as un manque d'expérience ou de vécu? Et si oui, sur quel sujet? Et comment tu fais pour passer au-delà? Alors certes, Zuckerberg, avant qu'il fasse sa première introduction en bourse, il l'avait jamais fait, mais comment tu arrives à t'augmenter et à grandir, au moins aussi vite que ta boîte? Ouais, c'est clair, c'est un sujet, surtout quand la boîte grossit rapidement, chaque nouvelle étape est un apprentissage. Enfin, au tout début, c'est, la première personne qu'on recrute. On a l'impression que c'est compliqué, on fait ça en France, le RH peut paraître compliqué en France.
Après, on commence à le faire aux US. Alors, il faut apprendre le RH US et là, maintenant, on le fait au Japon. Donc là, c'est encore plus compliqué. Donc, chaque étape, on a besoin d'apprentissage. Je pense après, c'est pour ça aussi qu'on est passionné par l'entrepreneuriat parce qu'on peut apprendre sans cesse avec une limite. Après, je pense que ce qui est important, c'est vrai qu'on s'en rend compte. Je me dis toujours, si je devais refaire ma boîte aujourd'hui, j'irais tellement plus vite parce que j'ai plein de choses que j'aurais pas à apprendre. Je pense que le plus important, et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec Alban et Louis, mes deux cofondateurs, on essaye d'être des éponges pour apprendre, c'est-à-dire on s'entoure d'un maximum d'advisors ou de personnes qui ont déjà vécu ce qu'on a vécu, ou même d'entrepreneurs qui sont au stade d'après et qui nous donnent des conseils. Parfois, ça fonctionne pas forcément parce qu'ils vont nous donner un conseil, on va dire, mais pas du tout. On va faire l'erreur et après on dira bon, bah, ils avaient raison. En fait, oui. Mais je pense que c'est le plus important, c'est essayer de récupérer la connaissance des gens qui sont autour de nous un maximum, de faire le moins d'erreurs possible, même si on en fait plein, mais surtout d'aller très vite, d'itérer, de rebondir. Je pense que c'est la clé. Et comme décidément tu ne fais absolument rien comme tout le monde, à une époque où, donc il y a 7 ans, hein, on remonte un peu en arrière, où tout le monde se dit: «Oh là là, le hardware, c'est trop dur. Je vais faire du software, c'est quand même vachement plus facile». Bah, toi, tu décides de faire exactement l'opposé et de partir, dans le monde merveilleux du hardware et nous, on est des spécialistes du software et on fait Mmh. pas de hardware parce qu'on sait que c'est trop dur. Heu heu, Ouais. beaucoup plus dur. Pourquoi tu es parti sur ce choix? Ouais, ouais, bah, je pense justement, c'est le fait d'être jeune, d'avoir aucun biais, aucune expérience. Donc on s'est Tu dit: savais «Non, mais pas en fait. c'est pas si Tu savais compliqué pas que ce qui ça». t'attendait. C'est pas si compliqué que ça et non, bah, ça, c'est vrai que c'était au début, on faisait du hardware, maintenant on n'en fait plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit qu'on donne des yeux et un cerveau aux bras robotisés dans le manufacturing. Notre première itération, c'était la même technologie, mais un produit un peu différent où, on venait, équiper les outils manuels des opérateurs dans les usines d'un système embarqué de vision qui permettait de, les guider lors de la réalisation d'une tâche. Donc on mettait en gros une petite caméra embarquée sur leurs outils et ce qui nous permettait de, en gros, de voir ce qu'ils faisaient et de les guider. Et ça nécessitait du hardware, donc de faire un hardware un peu miniature avec de l'électronique. On mettait une caméra, on mettait du computing power, on mettait, de la batterie et cetera et bah, en fait, pourquoi du hardware? Juste parce qu'il fallait en faire, on n'avait pas d'autre choix. C'est-à-dire le hardware n'existait pas pour faire ce qu'on voulait faire et on a aussi une opportunité où au tout début de la boîte, alors l'idée est née quand on était à Berkeley dans un programme d'échange en Californie et là-bas, on a rencontré un investisseur qui s'appelle SOSV, qui a un programme d'accélération qui s'appelle le HAX, qui est un programme d'accélération hardware à Shenzhen. Et du coup, on a eu l'opportunité de partir à Shenzhen 3 mois avant le Covid. Et donc, on s'est dit, bah, c'est le Disneyland du hardware là-bas. Ouais, Donc, c'était alors c'est sympa la de faire du Silicon hardware Valley du là-bas. hardware, ils sont d'une violence, et d'une intelligence absolument extrême. C'est beaucoup parlent de San Francisco, peu pensent à Shenzhen, mais aujourd'hui, dans le manufacturing, the place to be, c'est Shenzhen, c'est pas San Francisco, quoi. Ouais. Et encore, nous, on a été à Shenzhen en 2019. Je pense que maintenant, c'est devenu, ça a Une complètement dinguerie, ouais. changé et c'est encore mieux. Mais c'est vrai que c'était magnifique. Enfin, là où en France aux États-Unis, tu commandes un composant, tu dois attendre une semaine avant de le recevoir. À Shenzhen, nous, les bureaux étaient au niveau des marchés de l'électronique. On descendait et on prenait des composants et c'était gratuit parce que vu qu'ils vendent par 1000, nous, on avait besoin que d'un pour prototyper. Ils nous disaient, free sample, vous pouvez juste partir avec, quoi. C'est pas mal. C'est comme les bons dealers, le premier échantillon est gratuit, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais on n'était pas les meilleurs clients, mais on faisait que du prototype, donc Et pourquoi tu as droppé ce marché du guidage de l'opérateur? ouais, bah, on a écouté le marché en réalité. C'est-à-dire, je pense que c'était, guider les opérateurs, c'était intéressant. C'est vrai que tous nos clients à force nous disaient: «Bah, c'est bien pour les 5 prochaines années». Nous, notre problématique, c'est pas qu'on veut améliorer les opérateurs, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à les recruter et on veut automatiser nos usines. On veut mettre des robots dans nos usines et en fait, nos clients nous disaient: «Bah, votre technologie qui est du tracking, pour, guider le worker, l'opérateur, on a besoin de la mettre de la même technologie sur nos bras robotisés. Donc venez faire ça». On avait déjà cette idée au début de se dire, bah, dans un futur, proche, on allait passer sur la robotique. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est juste dit: «Ben, marché des opérations manuelles, c'est un bon marché, on peut faire une boîte qui fait quelques dizaines de millions, mais peut-être pas plus». On décide de changer complètement et d'aller sur la robotique. Et c'était un bon choix parce qu'au final, c'était la même techno appliquée à un produit différent, avec beaucoup moins de contraintes hardware, forcément. Et en fait, ce qui fait qu'on est arrivé sur un marché avec un avantage énorme par rapport à ce qui existait. Et du coup, quel problème résout, InBolt? Aujourd'hui, dans les usines, jusqu'à maintenant, en fait, on a toujours voulu robotiser en installant des bras robotisés. C'est des grandes Ouais, machines, aveugles que tu dois programmer et qui doivent fonctionner dans des environnements qui sont contraints. C'est-à-dire là où un opérateur a de la flexibilité parce qu'il peut voir ce qui se passe autour de lui, un bras, il va toujours faire la même action,
Donc il faut que l'environnement permette à ce bras de faire toujours la même action. Donc que la pièce sur laquelle il travaille soit toujours au même endroit. Et ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que, il y a plein de postes que tu peux pas automatiser parce que ça coûte beaucoup trop cher et donc tu dois garder des workers et c'est compliqué parce que tu arrives pas à les recruter. Donc bref, ton usine est en panique. Et l'autre point, c'est que tu as des bras qui ont été installés sur les 30 dernières années, beaucoup dans l'automobile et l'électronique, qui fonctionnent dans des environnements contraints, donc dans des cages, mais malgré ça, elles fonctionnent à une efficacité de 75. Donc tu as 25 de downtime parce qu'elles vont toujours se retrouver dans un scénario qui n'était pas prévu Ouais, ou l'aléa. eu un aléa et donc en fait, on va crash. Nous, ce qu'on fait, on équipe un peu une couche de flexibilité sur ces robots en leur donnant, des yeux et un cerveau, donc on leur fournit un système de vision. On prend une caméra off the shelf, on le met sur un robot, n'importe quelle marque de bras robotisé et on lui donne la vue et on lui permet de comprendre son environnement en temps réel. C'est-à-dire, que la pièce soit fixe, mais un peu mal placée ou que la pièce soit en mouvement, on va lui donner ces informations pour qu'il exécute son programme au bon endroit. Ça te prend combien de temps au final d'équiper un bras? Parce que c'est, pour quand je dis équiper, c'est pas seulement, fixer une caméra, c'est également, le programmer pour qu'il comprenne ce qui est un aléa, il comprenne les actions qu'il doit mener en cas d'aléa. Ça doit prendre un temps de dingue, non? Non, nous aujourd'hui, ça va prendre une journée max où en fait, on va mettre la caméra sur le bras. La caméra va être connectée à notre PC industriel dans lequel il y a notre soft qui est embarqué et ce PC est connecté au robot. Et nous, en fait, on arrive avec un modèle préentraîné qui est capable de détecter, de traquer la pièce sur laquelle le bras va travailler. Et pour, on va dire, fine-tuner ce modèle, pour qu'il soit capable de fonctionner parfaitement en production, on a juste besoin de lui importer le modèle CAO ou le modèle 3D d'une pièce D'accord. sur laquelle le robot va travailler. Donc, si imaginons tu fais des opérations de serrage sur un moteur de voiture, tu importes le modèle CAO du moteur de voiture dans notre soft. En 5 à 10 minutes, on fine-tune notre modèle. Et à partir de là, le robot est capable de détecter, traquer la pièce en temps réel. Il te faut 10 minutes pour, entraîner le modèle? Ouais, C'est pas beaucoup ça? fine-tuner le modèle. Comment? Oui, parce que tu as déjà un modèle préentraîné, mais pour l'adapter au cas d'usage, à la spécificité du cas d'usage, Ouais. le dernier pourcentage du logarithme, c'est 10 minutes, quoi. Ouais, c'est 10 minutes. Avec ça, on arrive à tourner à, 99,99 de success rate, tant que la Oui. pièce est en vision de la caméra. Et donc du coup, tu vas chercher, sur les 25 de downtime, tu vas chercher quoi, 15 points, 20 points? Non, aujourd'hui, on réduit de, 95 de downtime, en mettant notre système. Les 5 restants, enfin les pourcentages restants, c'est du downtime qui est pas vraiment, réductible. C'est-à-dire, en fait, c'est un opérateur qui doit venir faire de la maintenance parfois. Donc potentiellement, tu augmentes d'un tiers la capacité de production de l'usine? Si on considère juste la réduction de downtime, c'est clair. Après, on augmente aussi les temps de cycle, en moyenne de 30. Donc le robot va plus vite aussi. Et on réduit les défauts, c'est-à-dire qu'un robot va faire moins d'erreurs et donc forcément, il y a moins de pièces qui vont être endommagées ou à jeter. Donc on est plus sur du 50 de productivité, quoi. Ouais, 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 au moins sur chaque installation, c'est clair. Bon, bah, écoute, ça semble un bon ROI ça, quand tu connais le prix, d'un bras robotisé. Justement, sans me donner, nécessairement le prix de la solution, mais par rapport au coût, d'un bras robotisé, standard, c'est quoi? C'est, 50 du bras? C'est, rapporté Ouais, au c'est coût du ça. bras? Ouais, c'est ça. Donc en coût d'installation, on va dire, ça va être à peu près, ça dépend parce qu'en gros, les bras vont de, 20 000 à, 60 000 €. Donc nous, on va être un peu dans cette gamme de prix-là. Mais ce qui est intéressant, c'est pas forcément ça, c'est qu'en fait, quand tu installes un bras robotisé, un coût de cellule, 75 du coût de ta cellule robotisée, c'est-à-dire du bras qui fonctionne dans ton usine, ça va être des coûts d'intégration. En fait, Ouais. c'est l'intégrateur qui va venir programmer le bras, l'intégrer, comment est-ce qu'il communique avec le contrôleur de ligne, donc le PLC, les safety sensors et cetera. Et ça, en fait, c'est ces coûts-là qu'on vient forcément réduire, heu et c'est par rapport à eux qu'on vient se comparer. Et aujourd'hui, ça va être quel type de vertical industriel qui va être qui sont vos premiers clients, vos premiers utilisateurs? L'auto, j'imagine, parce que là, il y a des bras partout. Il y a d'autres cas d'usage comme ça? Nous, on a vraiment 2 business cases. On vient améliorer des bras déjà existants dans les usines. On vient Ouais, permettre d'installer des nouveaux bras robotisés dans les usines. Donc forcément, on a bien travaillé avec des gros clients qui ont des gros potentiels de, qu'on appelle de land and expand, où on va être capable d'installer non pas seulement un système, mais des centaines, voire des milliers de systèmes. Et donc aujourd'hui, forcément, les 2 plus gros marchés, c'est l'automobile et l'électronique. Dans le d'accord. monde, il y a 5 millions de bras robotisés qui sont déjà installés dans des usines. C'est 25 automobile, 25 électronique. Et par an, tu as à peu près 600 000 robots qui sont installés et c'est à peu près la même chose.
Donc nous, aujourd'hui, on commence beaucoup par l'automobile, on travaille aussi un peu avec l'électronique et on travaille avec des gros comptes, comme, voilà, Stellantis, Toyota, GM, Ford. Et je parlais de toi avec, un des patrons de KUKA là cette semaine. Ouais. Heu, quelle est ta relation justement avec les Fanuc, les KUKA, tous ces grands, fabricants de braille? Comment ils te considèrent, comme un concurrent? Comme au contraire un potentiel d'amélioration? Enfin, quelles sont tes relations avec eux? Ouais, bah, on a des très bonnes relations. C'est-à-dire nous, au tout début, quand on a commencé à s'intégrer donc en fait, nous, concrètement, on s'intègre avec ces bras robotisés. Donc en fait, c'est une relation win-win parce qu'on leur permet d'installer plus de bras robotisés, là où auparavant, c'était pas faisable parce que soit impossible techniquement ou soit ça coûtait trop cher. Nous, on peut leur permet d'installer ces bras, et eux, ils nous permettent d'avoir une force commerciale qui est quand même un peu plus, puissante. Donc quand on a commencé à travailler, on s'est intégré avec Universal Robots. Maintenant, on travaille beaucoup avec la plupart des autres marques comme, ABB, Fanuc, KUKA un petit peu. Aujourd'hui, on a beaucoup suivi en fait ce que nos clients déployaient. C'est vrai que dans l'automobile, tu as aujourd'hui beaucoup de Fanuc, d'UR, d'ABB et un petit peu plus et un petit peu de KUKA aussi. On s'intègre avec eux. En fait, nous, on crée une couche d'intégration qui nous permet de communiquer en temps réel avec eux pour leur envoyer les informations qu'on reçoit. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas fait jusqu'à maintenant, parce que la plupart des systèmes de vision étaient là pour t'envoyer une information. Par exemple, la pièce, au lieu d'être à la position A, elle est à la position B. Donc, tu vas Mais pas requêter. d'action? Nous, on le fait en temps réel. Donc, en fait, on leur ouvre tout un nouveau pan Bien sûr. d'automatisation qui sont les lignes d'assemblage finales dès qu'il y a des environnements en mouvement. Et ça les intéresse. Vous êtes, on peut comparer, si dans le monde des logiciels, c'est un peu comparer la BI et l'AI. La BI va te dire, «Tu as un problème», l'AI va te donner la solution, quoi, et va agir sur, la réparation. Ouais. C'est c'est un peu le même système. Sur les 7 ans là, vous avez mis combien de temps à développer le système et vous avez commencé à commercialiser il y a combien de temps? Ouais, donc la boîte a été créée en fin 2019. On C'est a eu 6 ans 5 ans d'ailleurs, je te dis 7 depuis tout à l'heure, mais en fait c'est 6, ouais. on a eu 4-5 ans de R&D, où Bien on a sûr. vraiment construit la tech. Parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, quand on était sur les opérations manuelles, le but, vu que l'outil bouge en permanence, il fallait être capable de traquer ce qui se passait en temps réel. Et aujourd'hui, tu prends des modèles state of the art, personne n'est capable de faire ça et nous, il fallait qu'on craque qu'on craque ça. Aujourd'hui, on l'a craqué, on est capable de fonctionner, en temps réel et en fait, grâce à ça, on a mis notre premier système en production en décembre 2023 sur un robot. C'était chez Stellantis. Le premier déploiement, c'était en Pologne, le deuxième était en Hongrie et là, aujourd'hui, depuis décembre 2023, on a installé un peu plus d'une centaine de systèmes qui tournent en production et on en a vendu quasiment 200, donc on en a encore 100 là installés dans les prochains mois. Ah ouais, donc ça y est là, tu as l'hyperscaling qui commence à démarrer, donc vous avez passé la vallée de la mort là et maintenant ça. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que le plus compliqué pour les boîtes industrielles, souvent, c'est d'être un peu dans cette, la veille de la mort des boîtes industrielles, c'est un peu le labo R&D, quoi. C'est-à-dire de faire des POC, des pilotes. Ça, c'est les industriels adorent faire ça, surtout en Europe. Je m'en parle pas. Ouais, je pense que tu connais très bien ça. On connaît très, très bien. Tous mes amis industriels qui nous regardent, arrêtez les pilotes, passez à l'échelle, la valeur est là. Ouais, ouais et surtout arrêter les pilotes surpricés parce que des fois, ils sont capables de sortir des 200 000 €, 300 000 € pour un pilote, alors que enfin et ça donne le ça met l'eau à la bouche alors que la réalité ne va pas être ça derrière. Non, en réalité, ouais, on a réussi à être en prod forcément et aujourd'hui, les 100 systèmes tournent en production dans des usines en Europe, aux US, au Japon. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, plus on déploie, à chaque déploiement réussi, on a des nouveaux déploiements qui tombent dans les usines existantes. Donc en fait, on a une motion de land and expand qui est là, où on est capable de scale à travers nos différents comptes. Donc le Lead and Expand, pour ceux qui ne sont pas habitués à cette stratégie, c'est, on arrive tout petit, à un endroit précis dans une entreprise, on démonte la valeur et ensuite, parce que la valeur est tellement énorme, de proche en proche, on se déploie dans toute l'entreprise. C'est beaucoup utilisé, dans les outils qu'on appelle product-led growth où, en fait, tu vas, mettre, je dis n'importe quoi, Asana, dans, 3 équipes projet et une fois que tes 3 équipes projet dans une grosse entreprise commencent à l'utiliser, tu remontes voir le directeur projet en disant: «Bah, tu as 3 équipes qui utilisent Asana. Maintenant, si on équipait l'ensemble de ton département parce qu'on a démontré la valeur au moins sur ces 3 équipes». Donc toi, tu fais pareil? C'est clairement ça, les industriels adorent les business cases, et les success stories. En fait, quand on fait une installation, qui marche bien, on en fait un business case, on a une équipe marketing qui vient, qui file
et on fait bouche à oreille, de partout au sein de notre client et ce qui est bien, c'est que toutes les usines font la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, fabriquer une voiture, Renault, Stellantis, sont peut-être pas contents, mais en réalité, c'est toujours la même chose. La méthodo elle-même, ouais, le process est le même. Tu as toujours un robot qui va faire du serrage d'écrou sur un moteur, tu as toujours avoir une application de mastic sur des portes et cetera. Donc ce qui est bien, c'est quand tu Ou fais un des déploiement soudures ou cool, des tu peux le répliquer dans les différentes usines du même client, mais aussi des autres clients. Donc en fait, tu peux facilement dérisquer l'approche chez tous les nouveaux clients. du coup, en fait, tes meilleurs vendeurs sont tes installateurs? Ouais, c'est ça. On a une équipe de forward deployment engineers, c'est Palantir qui avait créé ça. Ouais. Et forcément, en fait, ces personnes qui sont des techs, des ingénieurs et qui installent notre solution des fois dans des usines, parfois ça peut arriver, ils y sont à 2 heures du matin. C'est à 2 heures du matin où tu as la discussion avec, la personne qui fait la maintenance dans la ligne et en fait, autour d'un café, il va te dire: «Bah, en fait, oui, j'ai cette station qui marche pas bien, mais j'ai aussi celle-là, celle-là et celle-là qu'on a envie d'améliorer» et donc en fait, il revient avec des nouvelles installations et c'est comme ça qu'on crée aussi de la confiance, qu'on crée ce genre de relation. Donc ouais, c'est eux qui nous génèrent notre expand. On n'est pas dans Madness, tu l'auras noté, qu'on va pas faire du reverse storytelling en disant, «Ça fait 6 ans que je voulais exactement arriver à cet endroit-là et je le savais depuis le début et ça s'est passé exactement comme je voulais». La réalité de l'entrepreneuriat, c'est que tu as dû faire preuve de beaucoup de résilience, que tu t'es pris plus de bas que de haut et que ça a dû être très, très dur. Tu as un moment difficile ou, un échec qui t'a particulièrement marqué? Comment tu l'as encaissé? Comment tu es passé au-delà? Ouais, bah, je pense, ouais et clairement, il y a eu des moments difficiles et même, je pense, dans la vie d'un entrepreneur, ce qu'on voit, c'est que c'est même plus au mois ou à l'année. Des fois, c'est à la journée ou en fonction de l'heure. Moi, faudrait poser cette question, à ma famille ou à ma femme. Il y a des matins, c'est fini, la boîte ne va pas marcher et il y a des soirs, c'est bon, c'est 1 milliard dans un an, quoi. Et c'est un peu ça en permanence, mais après c'est ça qui est bien. Si je peux prendre un exemple, ouais, forcément quand on a travaillé sur les opérations manuelles et qu'on a décidé de faire ce pivot, grâce aux opérations manuelles, on commençait à travailler avec des grands comptes comme, je sais pas, on travaillait avec Thales Alenia Space, Ariane, Safran, Airbus, donc ça avançait plutôt bien. On a fait une levée de fonds avec ça, on avait levé 2,5 millions à l'époque et en fait au premier board, on a annoncé qu'en fait on allait complètement arrêter les opérations manuelles et donc on allait arrêter tous les contrats avec nos clients pour vraiment se focus à 100% sur la robotique. C'est-à-dire repartir sur 1 an de développement produit, parce que même si c'était la même techno, il fallait repartir. Et donc ça, bah, c'est des moments où on se dit, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Parce que ça fonctionnait quand même plutôt bien. Je partais sur une boîte qui pouvait faire quelques millions. Bon, quand on est jeune, on peut se dire, voilà, au final, Tout le monde n'a pas envie de faire des licornes, hein, une PME, c'est déjà très, très bien, hein. ouais, ouais, mais bon, c'est vrai au final, on voulait pas faire ça, et ça a été un très bon choix. Mais sur le coup, ouais, c'est des moments où tu peux avoir des dents, où en fait, tu as un peu cette euphorie de la levée. Puis heureusement que j'ai reçu des conseils d'entrepreneurs qui m'ont dit: «Ne dépense pas du tout l'argent, au début, réfléchis et est-ce que vraiment tu as envie de scale maintenant? Est-ce que tu as ce product market fit?» Et j'ai pris du temps, ouais, pour réfléchir et en fait, on s'est rendu compte que, non, en fait, c'était le moment pour aller chercher un marché encore plus gros où on pouvait aller encore plus vite. Et tes board members ont été, supportifs, j'imagine? Parce que, c'est on appelle ça le whole sheet board, qui est généralement le premier après la levée, où on se rend compte que il y avait plein de trucs qu'on avait mis dans le BP. Ah, malheureusement, on va pas pouvoir le faire. C'est pas parce qu'on a voulu mentir sur le BP, c'est que, y tu découvres tellement au fur et à mesure que, Ouais, je pense que le problème, enfin, quand tu es en levée de fonds, forcément, tu as ton histoire et tu y crois vraiment à 100. Et en fait, tu es un peu décorrélé de l'exécution pendant quelques mois. Et c'est vrai qu'une fois que l'euphorie est passée, enfin, tu as ta levée de fonds, tu as réfléchi à tout ça, bah, tu te remets dans l'exécution et là, tu revois un peu la vague de problèmes ou de challenges qui revient sur toi. Et forcément, tu prends le temps de réfléchir. Les board members, enfin, les invests et tout, ouais, ils ont été super sportifs. Je pense qu'au début, ils se sont dit: «Bon, qu'est-ce qui se passe?» En plus, on était une équipe, on était 3 jeunes sortis d'école, ils se sont dit, eh merde! C'est le ils savent pas trop où ils vont et cetera. ils vont nous juste acheter des baby-foot avec le pognon qu'on leur a donné. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais au final, ils se sont très vite rendus compte qu'on avait une traction assez énorme et puis nous, on a toujours lié nos développements R&D avec de la traction client. En fait, même quand on a redéfini le produit, on avait déjà des premiers contrats avec des clients pour mettre sur des bras robotisés. Donc on savait au moins qu'on travaillait pour ces gens-là, ce qui fait qu'on n'était pas dans notre grotte à faire de la R&D en étant persuadés d'une fausse vérité. Cette boîte, tu l'as construite évidemment avec, non seulement tes cofondateurs, tu l'as construite avec tes investisseurs, mais tu l'as aussi construite avec des industriels. Tu as des gens en particulier, qui, t'ont permis d'avoir des moments, de révélation,
ou des entretiens, qui à un moment t'ont shifté complètement, ta vision, du problème, à résoudre de la boîte et de comment y arriver? Ouais, je pense que c'est mmh, ouais, je pense que c'est les discussions qui sont les d'un point de vue business, en tout cas, d'un point de vue, développement commercial, les meilleures discussions, c'est quand toi, tu es un peu tu as une stratégie en tête que tu as pas encore exprimée avec ton client. Tu parles avec ce client, et en fait, petit à petit, il te fait comprendre que, lui, son rêve, ça serait que dans, 2 ans, 3 ans, on arrive à faire ça. Et en fait, qu'en ce moment-là, tu sais que c'est parfaitement aligné avec ce que tu penses ou avec ce que tu es en train de construire, là, forcément, ça te donne un boost où tu te dis: «Mais en fait, on est parfaitement alignés et c'est super parce que j'ai mon terrain de jeu, on va dire, pour scale». Donc ça, c'est des points intéressants. Le deuxième point, je pense qu'on a, mais c'est pas des moments particuliers, mais c'est en fait à chaque fois quand tu as une boîte qui grossit, tu vas toujours taper un petit plafond de verre où tu te dis: «Ah, j'ai grossi, je suis en train de scale» et cetera, et tu peux des fois te reposer un peu sur tes acquis. Et en fait, je pense, c'est des moments où en fait, tu vas rencontrer, je sais pas, j'avais rencontré le CEO de Physical Intelligence, aux US. Et en fait, ouais, moi, je m'étais dit: «Bah, je suis content, la boîte grossit, on est en train de réussir». Et j'ai vu ce mec-là et je me suis dit: «Mais en fait, je suis à des années-lumière, là, il faut que je bombarde parce que si vraiment je veux le rattraper». Et je pense que c'est à chaque fois être capable de faire sauter ce plafond de verre, c'est le plus important. Et je pense plus tu le fais sauter rapidement, sans trop t'endormir, mieux c'est. Voilà, je pense que c'est C'est ce plutôt que ce je genre dis de souvent à mes filles, c'est, qui ont l'intelligence de leur maman, donc qui sont plutôt bonnes en classe. C'est quand tu es 1 depuis trop longtemps dans une salle, c'est qu'il est temps de changer de salle. Et Bah, c'est ça. L'exemple quand tu es étudiant, parce que mon expérience, c'est une expérience d'étudiant à la base. C'est, tu sais, quand tu es major de ta classe au lycée, tu penses être bon et tu arrives en prépa et tu te fais exploser au premier DS et tu te dis: «Non, mais en fait, il y a vraiment des gens bons sur terre». Et je pense, c'est ça, ce qui est important, c'est nous, le fait d'être, global, c'est-à-dire d'avoir commencé en France, puis d'être allé en Europe, en Chine, aux US, au Japon. Ça nous permet aussi de nous rendre compte que, Heu, le but, c'est pas d'être, born au royaume des aveugles, quoi. C'est d'être le meilleur parmi les meilleurs. Et ça, bah, il faut aller parler à ces gens-là, il faut aller parler à ces meilleurs. c'est Renan, qui est notre cofondateur. Il était pas mauvais en maths, donc il a fait l'ULM Ouais. et donc il pensait qu'il était, Dieu sur terre. Après, il nous raconte que la première journée où il est arrivé en cours de maths à l'ULM, il y a des questions qui ont été posées dans la classe, il les comprenait pas et là, il a compris que l'intelligence, c'était fractal. Ouais, non, mais c'est clair, on a tous des moments comme ça où on s'en rend compte. Mais en fait, l'important, c'est essayer de se nourrir de ces moments-là et que ça nous motive à aller encore plus loin, je pense. Tu parlais des US et en effet, de non pas de compétiteurs, mais d'un écosystème que tu as pu rencontrer là-bas. Vous êtes en train de vous installer où? Et vous avez déjà, je crois, des bureaux aux États-Unis. Pourquoi ce choix? Me parle pas de l'attaque Zuckman. Non, non, non. Non, non, pas l'attaque Zuckman. Non, on va pas parler de politique de toute manière. Oula. La réalité, c'est que, la réalité, c'est qu'en fait, déjà, on a eu un la boîte a toujours été globale, depuis le premier jour. C'est-à-dire, ouais, l'idée est Vous née avez à monté une Berkeley, boîte, mondiale, ouais. à Shenzhen, on a déployé en Pologne alors que la boîte était en France. Donc on a toujours eu un peu ça. Et nos clients sont globaux, c'est-à-dire qu'ils ont des usines de partout dans le monde. Donc si on veut scale avec eux, il faut qu'on soit globaux. Et en fait, au début, on a commencé avec des industriels en Europe, ça s'est très bien passé. Et ces mêmes industriels nous ont dit: «Bah, nos usines sont aussi aux US. Venez, on réplique ce qu'on a fait en Europe aux US». Donc c'est eux qui nous ont tirés vers les US. Donc ce qui était bien, c'est qu'on est arrivé aux US à Détroit, là où il y a beaucoup d'usines automobiles, avec déjà des premiers contrats signés. Donc en fait, on n'a pas eu à faire un peu le côté show-off où j'ouvre un bureau, j'investis des millions et j'essaye de percer. On avait déjà notre entrée. Et donc ça, c'est ça qui nous a permis de faire ça. On a commencé il y a 1 an aux US, et aujourd'hui, tu vois, on fait 70 de nos revenus de cette année, aux US. Et en fait, on a créé une équipe là-bas. Ma cofondatrice Alban est partie vivre là-bas, pour, développer aussi un peu la boîte. Moi, il y a des objectifs aussi de partir là-bas l'an prochain, et on a une équipe de 10 personnes, à Détroit aujourd'hui. D'accord. Et vous produisez parce que vous assemblez encore des systèmes, et cetera, même si vous les fabriquez plus. Vous les assemblez en France, vous les envoyez là-bas? Vous allez le faire directement là-bas? Comment ça? Après 95 du job de la boîte, c'est du software, donc Ouais, le partie R&D engineering est en France et à Paris, dans nos bureaux. Ensuite, d'un point de vue hardware, on prend vraiment du hardware qui est de la du commodité. composant, sur étagère et Ouais, donc aujourd'hui, oui, on le fait encore en France et on l'envoie aux US parce que, voilà, on n'a pas encore la li on le fait pas, c'est juste aujourd'hui, on le fait comme ça. Demain, on pourrait très bien le faire directement aux US, ça changerait rien.
Oui, ça t'éviterait même peut-être quelques tarifs en passant, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, ça éviterait, voilà, mais vraiment notre hardware a tellement une commodité que c'est pas le plus intéressant. Ce qui est important, enfin le vrai asset de la boîte, c'est plutôt le soft et la R&D et ça, on le fait en France. Je parle beaucoup des US, mais la France, on a un vivier de talent qui est hyper intéressant. Enfin, les gens sont brillants, coûtent déjà moins cher que ASF, Bien sûr, sont aussi, beaucoup plus, aptes à rester longtemps dans les sociétés. C'est-à-dire qu'à SF, on peut voir que les gens bougent de boîte tous les 6 mois. Nous, en France, on a des gens qui sont avec nous depuis 5 ans, et qui peuvent encore rester, tant qu'on les nourrit, quoi, et qu'on les nourrit, on va dire intellectuellement. intellectuellement, oui, j'avais bien compris. Intellectuellement. Donc ouais, donc ça, c'est hyper intéressant pour nous. On va, prendre un petit peu de hauteur. Donc toi, tu donnes une nouvelle vie en donnant des yeux et un cerveau à des bras robotisés déjà installés. Actuellement, quand tu parcours un peu la presse, il y a des méga levées, des projets absolument pharaoniques sur les robots humanoïdes. Heu heu, alors avec des projets qui réussissent, des projets qui ratent. J'ai fait un post récemment là où je mettais en avant une quarantaine de boîtes de robots humanoïdes qui viennent de fermer la porte. Honnêtement, j'ai une pensée, émue pour, leurs fondateurs parce qu'ils se sont battus et ils ont pas réussi, mais, bravo à eux. Et puis à côté de ça, on a des boîtes qui lèvent plusieurs centaines de millions. Alors en Chine, aux US, on sent que la bataille, elle est quand même plutôt entre la Chine et les US, avec des succès en devenir, sur la partie manufacturing. Là, on voit, il y a eu une annonce cette semaine de Figures qui a dit que leur robot Figure 2 avait, réussi un pilote formidable chez BMW, mais ils ont pas expliqué pourquoi, le Figure 3 était pas installé. Donc le pilote s'arrête, mais c'est un succès. Ils sont très bons communicants, mais moi les échos que j'ai, ça marchait pas si bien que ça. On a à côté de ça une boîte française qui s'appelle Vandercraft qui a pris un autre biais. Eux, ils étaient spécialisés pour permettre aux paralytiques de remarcher en supportant des corps humains, absolument génial et ils ont en 40 jours développé un robot qui lui pouvait marcher, pouvait fonctionner dans les usines et ils sont en test, chez Renault. Comment tu perçois, toi, cette évolution de marché? Est-ce que, c'est une menace? Est-ce que, tu te dis: «Avant qu'il soit prêt, il va se passer encore une décennie», c'est de la hype, Ouais. Ouais, je pense que c'est intéressant. En fait, il y a plusieurs points, à cette question-là. Le 1er, c'est déjà, il y a une partie là-dedans qui est très sérieuse, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème macro dans le manufacturing qu'il faut résoudre. C'est-à-dire qu'il y a de la pénurie de main-d'œuvre, que ça soit en Europe, aux US, au Japon, le vieillissement de la population, hyper important là-bas. Des jobs pénibles que personne n'a envie de faire. C'est-à-dire on allait dans des usines en Hongrie, en Pologne. Il y a des opérateurs qui font un job, c'est impossible de faire ça. C'est-à-dire pendant 8 heures, tu prends une pièce à droite et tu la mets à gauche, c'est horrible. Enfin, je c'est les je temps préfère modernes. faire un autre job, tu vois, dans la restauration ou voilà, plus accessible, mais un peu plus de mouvement ou de Contact choses à humain. apprendre. Donc c'est clair qu'il y a un besoin, il y a un besoin d'automatiser et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la stack actuelle, ça coûte trop cher. Donc en fait, les usines ont du mal à automatiser. Donc il faut résoudre ce problème-là. Et aujourd'hui, on sent aussi qu'il y a un time to market qui est plutôt bon avec les améliorations software qu'on a vues, surtout sur la partie IA, application des LLM à la robotique avec les VLM, et cetera. Et on a aussi la réduction du coût du hardware. Ça, on le voit surtout au niveau de la Chine, où ils sont capables de sortir des bras robotisés ou des robots humanoïdes à un prix extrêmement faible. Après, la vraie question, c'est la partie humanoïde, en fait, enfin, pour moi, c'est un débat qui est un peu spécial parce que c'est une question de form factor, ça. Pourquoi faire un robot humanoïde? Je pense que c'est parce qu'on a tous lu, Isaac Asimov et Ouais le et à rêve de regarder Star Wars. ouais, regarder Star Wars et le rêve de tout geek et je pense qu'à chaque décennie, on s'est toujours dit: «C'est maintenant. C'est maintenant du robot de partout» parce que, on rêve tous de ça. On a vu les films iRobot et cetera ou Terminator mais la réalité, c'est que c'est le form factor coûte extrêmement cher et n'est pas forcément le plus adapté. Déjà, il y a des gens qui font, par exemple, des robots humanoïdes sur roues. Déjà, c'est déjà plus intéressant. Pourquoi se faire, du Pourquoi mal à s'embêter avec mettre des marches? Ouais, et de la stabilité et cetera. Bon, voilà. Après, bon, ça, c'est un débat à voir ce qui se passe ou pas. Figures, j'ai mon avis, mais je pense qu'on qu'on partage le même. En tout cas, BM aujourd'hui, sont très heureux d'avoir des bras robotisés dans leurs usines ou des opérateurs.
pour l'instant, parce que ils se sont rendus compte que les robots humanoïdes ne fonctionnent pas vraiment. Mais je pense que ce qui se joue vraiment, c'est pas forcément ça. Parce que le form factor, c'est quelque chose, mais ce qui est intéressant derrière, c'est qui va vraiment réussir à créer, à posséder la partie cerveau, qui est un peu généraliste derrière le form factor, que ce soit un bras robotisé, que ce soit un robot humanoïde, que ce soit un drone, qui est capable de faire ça, qui est capable de piloter n'importe quel corps, n'importe quel hardware, qui a aussi les intégrations industrielles, parce que faire quelque chose dans un labo, aujourd'hui, tu prends n'importe quelle équipe, un peu smart, de 6 personnes, 6 à 10 personnes, ils sont capables de te faire une sorte de robot humanoïde qui va tourner dans ton labo et qui va avoir un success rate de 60-70. C'est assez simple à faire. Et ce qui est dur, c'est la partie intégration industrielle. Comment est-ce que tu fais pour que ça passe de ces 60-70% à 100% de success rate? Parce que tu as besoin de ça pour être en prod. Et le dernier point, c'est qui sait connecter un peu cette intelligence à tous ces robots-là. Et donc forcément, moi, je pour ma paroisse, mais on a fait un pari où en fait, on se Tu dit, as une thèse, hein, donc ouais, il y a déjà des robots industriels qui sont installés. Tu en as 5 millions dans le monde. Ils ont besoin d'être améliorés. Nous, aujourd'hui, on est capable d'enlever cette flexibilité. Grâce à ça, on est les seuls aujourd'hui à vraiment être capables de récupérer des données du monde réel sur des actions qui sont faites par des robots dans des usines. Et en fait, tu as besoin de cette source-là, de cette manne-là pour être capable d'amener plus d'autonomie sur site. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est un peu, tu sais, l'œuf ou la poule, par où tu commences? Est-ce que tu commences directement par le robot humanoïde et tu dis: «Je vais le mettre en prod», mais t'as pas de success rate, il te faut de la data pour mettre en prod, mais tu peux pas avoir de la data tant que tu es pas en prod, ou pas? Donc nous, on a fait le pari inverse, où on s'est dit: «Le form factor n'est pas important». On a des legacy, players comme Fanuc, ABB, KUKA, qui sont extrêmement puissants, qui font du hardware qui est brillant, qui fait le job, mais aujourd'hui qui manque d'intelligence. Et nous, en fait, on est là pour leur donner de l'intelligence sur des robots existants, mais aussi sur les nouvelles installations. et il y a j'ai lu un article, alors pas un peu par hasard ce matin, heu, sur aussi le mur de ressources, qui risque d'arriver sur ces robots humanoïdes, à savoir, l'accès aux terres rares pour faire les batteries, la production d'un plastique qui s'appelle PEEK, P2EK, qui est le must have pour la robotisation parce qu'il est résistant, parce qu'il est auto-lubrifiant, enfin pas parce que plein de trucs. Donc il va y avoir une consommation si on veut mettre des millions de robots humanoïdes, donc de nouveaux robots, dans les usines, il va falloir, être capable de produire ces ressources. Toi, tu as pas ce problème-là? Non, clairement. Aujourd'hui, même tu le vois dans ce qui est intéressant dans les industries, alors que ça soit d'un point de vue software ou hardware d'ailleurs, parce que le software a les mêmes problèmes de consommation, mais plutôt d'un point de vue, énergétique. Aujourd'hui, dans les industries, malgré tout, tes robots vont quand même faire plus ou moins, toujours la même tâche. Ils ont besoin de flexibilité, ils ont besoin d'autonomie. Mais c'est-à-dire que dans une usine, un robot qui va faire un assemblage au niveau d'une voiture, il va jamais tomber sur une pomme à aller pique ou sur un verre d'eau à aller servir dans un verre. Donc en fait, avoir tout le knowledge et pour être capable de distinguer si je vois une pomme ou un verre d'eau ou un moteur de voiture, il n'est pas forcément intéressant. Aujourd'hui, dans l'industrie, tu as besoin d'avoir, par exemple, des modèles d'un point de vue software qui sont hyper légers parce que surspécialisés, parce que ton robot aura besoin d'une autonomie, mais à la marge, c'est-à-dire il fera toujours la même chose. Et je pense que d'un point de vue hardware, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a fait des bras robotisés aujourd'hui? C'est parce que ben, on va toujours faire la même action. Tu vois, on a vu des photos, on parlait de figures, on a vu des vidéos de figures avec des robots humanoïdes assis sur des chaises en train de prendre des objets sur un convoyeur avec une main et de les prendre à droite, les mettre à gauche. Pourquoi avoir tout ce form factor hardware? Tu as juste besoin d'un bras, quoi. Ouais, il y a juste besoin d'un bras. Pourquoi avoir travaillé sur la stabilité des gens pour faire ça? Et je pense que d'un point de vue hardware, c'est la même chose. Il faut pas non plus venir avec un lance-roquette pour tuer une mouche. Il faut être capable d'optimiser. Et c'est le job, et ça, les industriels le connaissent très bien, ce job-là. C'est leur job de tous les jours. Eux, leur vie, c'est d'économiser des centimes. C'est-à-dire, leurs Bien usines sûr. doivent être automatisées à l'euro près. C'est quoi l'avenir et l'actualité pour InBolt? L'avenir, bah, on continue à croître de plus en plus. Aujourd'hui, ce qu'on fait concrètement, on ajoute un peu cette couche d'intelligence par-dessus les robots, et c'est sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, c'est comment est-ce que cette couche d'intelligence nous permet de donner de plus en plus d'autonomie à ces robots-là? Comment est-ce que je fais pour que quand je lance un robot dans une usine, je réduise au maximum les besoins d'intégration pour que le déploiement, au lieu de se faire en plusieurs semaines, se fasse en, 1 jour, voire en quelques heures. Et ça, aujourd'hui, on sent qu'on est capable de plus en plus de le faire grâce à nos connaissances qu'on accumule sur le terrain. Donc on a énormément d'enjeux, d'un point de vue, R&D. Donc aujourd'hui, on recrute beaucoup, on recrute des personnes
en tech, on recrute des personnes en sales, en forward development engineer, on recrute en Europe, aux US, au Japon. Voilà, aujourd'hui, je pense que l'enjeu principal, c'est comment exécuter parfaitement pour aller vite sur les différentes géographies. Je vais te poser quelques questions. Il faut que tu y répondes le plus rapidement et le plus brièvement possible. Tu pas forcément besoin d'élaborer, mais vraiment, ce qu'on veut savoir, c'est bah, ce que tu as comme, comme conviction. Est-ce que tu peux me citer, une solution hardware ou software en dehors d'InBolt, je précise, Euh, qui est en train de changer le manufacturing? une solution hardware ou software en train de changer le manufacturing Quelque chose que tu as vu qui t'a surpris, que tu as trouvé épatant? dans les usines en prod Ou dans les fonctions support? ou dans les fonctions support. Alors, je pense que c'est des innovations à la marge. Aujourd'hui, nous, on est beaucoup dans le terrain, on est beaucoup dans les usines à 2 heures du matin. Nous, en fait, ce qui nous régale aujourd'hui, c'est quand on voit, tu vois, aujourd'hui, quand tu programmes un robot KUKA, c'est du Windows, enfin, on va pas dire KUKA, Fanuc ou ABB. Jusqu'à maintenant, tu as l'impression que c'était Windows 95. Oui, je sais, ouais, Et là, aujourd'hui, ils te sortent des tablettes en couleur. Donc, tu te dis, ça, c'est game changer. c'est Mais clair. c'est tellement différent de ce que tu peux voir sur les journaux que je Ouais, je pense sais, ouais. aujourd'hui, je pense aux nouveaux contrôleurs des différents robots que je trouve assez sympas avec des manières de programmer qui sont beaucoup plus simples. Comment tu te tiens au courant des innovations dans le manufacturing? Ta veille, tu l'as fait comment? Beaucoup de newsletters, Ouais, toute la partie IA robotique, tu as des newsletters qui sont hyper intéressantes. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle Chris Paxton, qui sort des newsletters brillantes. Et ensuite, c'est sur le terrain, en parlant avec les clients, en fait, c'est eux qui nous expliquent un peu tout ce qui se passe. C'est eux qui nous montrent les différentes grosses commandes qui se passent auprès d'un robot manufacturer ou d'un autre. C'est un peu les signaux faibles qui permettent de nous nourrir sur la strate à suivre. quelle est selon toi la plus grande barrière à l'innovation dans l'industrie? La peur, la peur d'investir. Je pense qu'on le voit, ça dépend beaucoup ça va dépendre des géographies, ça dépend des cultures de boîte aussi. Mais on va dire la peur du changement, et souvent le fait de se dire, «Ça marchait très bien jusqu'à maintenant, Ouais. On a mais toujours fait comme ça. on va pas évoluer, quoi». Ouais. Ouais, sur cette aversion au risque, je suis d'accord avec toi, c'est souvent culturel. Heu, L'image d'Épinal, c'est que les Américains sont capables de prendre plus de risques, mais tu te fais dégager aussi plus vite si ça marche pas. Ouais. Alors que, en Europe, il faut passer plus de temps à convaincre, avant d'essayer. Du coup, ça amène la question d'après, tu préfères, échouer vite ou réussir lentement? Ouais, échouer vite, échouer vite. Il y a aucun débat. OK. Heu, c'est quoi la qualité principale d'une équipe innovante? La qualité principale, je pense, c'est avoir un peu ces 2 traits différents à la fois. C'est tout le temps se remettre en question à chaque minute, tout le temps faire sauter ce plafond de verre, comme je disais. Mais en même temps, être très sûr de soi sur le long terme. C'est-à-dire, ne pas se laisser, intimider par des signaux faibles qui peuvent arriver. L'industrie française, elle innove assez selon toi? Tu vas avoir du Heu non, par rapport à ce qui se fait, autour, enfin, par rapport à ce qu'il fait aux US, c'est pas du tout le cas. Par rapport à ce qui se fait en Chine, j'en parle même pas. Et même en Europe, des pays comme la Pologne ou la Hongrie ont des vitesses d'exécution qui sont impressionnantes, sur de l'innovation. d'accord, et tu vas prendre ta boule de cristal, à part Inbolt encore. Quelle innovation sera, la nouvelle normale ou normalité dans toutes les usines d'ici 2030? Ouais, je pense que j'ai pas de nom de boîte en tête, mais je dirais tout Non, ce non, qui est mais un je concept. pense tout ce qui est orchestration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une usine, tu vois que chaque poste travaille de manière assez indépendante. Alors oui, tu as un contrôleur de ligne qu'on appelle le PLC, mais c'est quelque chose qui date des années 30, quoi. Aujourd'hui, il y a un manque d'orchestration pour te dire, bah, comment est-ce que je gère mon usine d'un point de vue global? Comment est-ce que je fais déjà pour détecter où est-ce que je dois améliorer mon usine externe? Et ma dernière question, qui est une question qui me tient à cœur, parce qu'on parle d'attractivité des talents. Est-ce que tu as un argument à donner à un ou à une jeune ingénieure pour lui dire de rejoindre l'industrie plutôt que d'aller dans la finance de marché, par exemple? Ou dans l'assurance? Ouais, ouais, bah, j'ai plusieurs arguments. Le premier, c'est déjà Alban, ma cofondatrice. À la base, elle devait rejoindre Goldman Sachs. Elle avait son CDI, avant même de rejoindre la boîte. Elle a décidé de dire non à Goldman Ça, c'est pour être beau. chez Goldman, et c'était son meilleur choix, jusqu'à aujourd'hui encore, elle le dit. Mais après, mon meilleur argument, c'est nous, on le voit un peu, tous nos amis qui ont été dans du conseil ou de la finance de marché. Je pense que soit la plupart ont arrêté parce que ça les a déprimés, ou soit la plupart sont dans des prisons dorées où ils ne peuvent pas en sortir parce qu'ils ont des salaires tellement élevés, même même s'ils ont une vie un peu chiante,
Ils peuvent même pas démissionner parce que, Ils ont ils ont augmenté leur niveau de vie en même temps et donc augmenté leur niveau de vie et ils pourront jamais faire autre chose que ça. la laisse dorée en effet. Bah, écoute, merci beaucoup Rudy pour ce partage. J'ai trouvé absolument ça passionnant, et je suis sûr que nos auditeurs également. Bah, je vais te laisser, retourner, équiper tes robots. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire. C'est ce qui nous permet d'être mieux partagés par les algorithmes, donc je vous dis kenavo. Merci.